Dans une émission intitulée Boy Business, diffusée par une chaîne commerciale anglaise, un ancien compagnon de Warwick Spinks, nommé Edward, fait des révélations terribles qu'il n'aurait jamais pu faire avant d'avoir quitté définitivement le milieu. Il parle de Snuff Movie. This man, Edward, insists he has seen 5 videotapes where children have been sexually abused, tortured, and then killed in front of a camera. The man was on board with the boy. He was allowed to do anything that he wanted to do to the boy. Things got out of hand and the boy ended up dying, which was recorded on a video camera. How did the boy die? Yeah, he suffocated on the genitals of the man. And what happened after the boy had apparently suffocated on the tape? What did you see on the tape? There was panic, that there was a lot of running in and out. The camera got hit from the side and blanked out, but the whole thing was, it was inevitable that this was actually going to happen. There was sound on the camera. You could hear the waves sapping against the side of the boat. You could hear noises of waterfowl in the background. You could hear the boy gagging. You could hear the man grunting. When the boy actually died, you could hear the panic in the man's voice. Vous n'avez jamais vu de film avec mort d'enfant? Non. Tout ça a été organisé par Warwick Spinks? Hier in Nederland, het grootste gedeelte Ici aux Pays-Bas? En partie oui. Het zijn altijd meerdere. Et il y en a toujours plusieurs. Ces films ne sont pas réalisés s'il n'y a pas de débouché. Ce genre de films, je peux imaginer qu'ils sont vendus à gros prix. Mais le risque n'est rien pour les 2 ou 3 vendeurs si les films peuvent être écoulés sur un marché suffisamment important. C'est toujours une question d'offre et de demande. Ce film, une fois qu'il est fait, on peut le vendre combien? Je crois que c'est un peu en fonction des moyens du client aussi. Je crois qu'en principe, je ne vais pas trop m'avancer. Mais en francs belges, cela peut dépasser 1 million si le film est fait sur demande. On ne court pas le risque, je crois, pour 200 ou 300 000 francs. Donc c'est pas n'importe qui peut se payer ça, c'est vraiment des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Oui, absolument. Mais pourquoi avez-vous accepté de parler? Je n'y vois rien de mal. On a eu des conversations préalables. Je ne fais que pour aider. Ce qui importait pour moi, dès qu'il a été question de ce qui est arrivé à Manuel, c'est de dire devant les caméras, je suis là, simplement comme témoin. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il s'agit de connaissances personnelles. Et ces récits qu'on entend ne sont pas tout à fait exacts. Ces récits où on dit qu'il aurait été assassiné. Vous voulez changer de vie? C'est ce que j'ai fait entre-temps. Deux semaines après cette interview, Robbie van der Planken était arrêté en Italie et inculpé d'assassinat, celui de son compagnon Gerrit Ulrich. C'est bien ce Gerrit Ulrich qui était le propriétaire du site internet Apollo, qui diffusait depuis un appartement de Zandvoort des milliers de photos d'enfants sexuellement abusés. Cet homme est venu nous rejoindre le 4 juin après l'interview, une fois les caméras rangées. Nous avons pris un verre ensemble et, à l'insu de Robbie van der Planken, il s'est adressé à Marcel Vervloesen et lui a donné rendez-vous.
J'ai compris alors que M. Ulrich était très inquiet du fait que nous avions établi un lien entre Robbie van der Plancken et la disparition de Manuel Shadwalt. M. Ulrich était également inquiet parce que pratiquement au même moment, la police d'Amsterdam avait convoqué Robbie van der Plancken, qu'elle a interrogé pendant des heures. Dès lors, M. Ulrich n'était plus à l'aise. Au cours des conversations que nous avons eues avec lui, nous avons très vite compris qu'il recevait des coups de fil des Anglais chez lui, qu'il n'aimait pas ça du tout, qu'il se sentait mal à l'aise, qu'il était angoissé. D'un autre côté, nous avons parlé avec M. Ulrich et il nous a dit « Robbie est plus une victime qu'un acteur ». Nous lui avons répondu « Vous pouvez dire ce que vous voulez, il nous faut des preuves ». Suite à cela, nous avons d'abord une bande vidéo, puis le matériel pornographique, et à la fin, nous sommes arrivés à ces ordinateurs avec ces disquettes de porno enfantine, etc. Alors M. Ulrich nous a donné une partie, et que cela soit bien clair, M. Ulrich ne nous a donné qu'une partie du matériel. Je pense qu'il voulait faire un essai, qu'il voulait nous tester, voir ce que nous allions faire avec ce matériel qu'il nous a donné. Nous avons accepté ce matériel, nous l'avons emporté, mais ce qui est étrange, c'est que M. Ulrich nous a téléphoné quelques jours plus tard, de Lyon, comme il l'a dit lui-même, pour nous dire où se trouvait sa cachette secrète. Vous penseriez qu'il y a un lien entre le geste de Gerrit Ulrich de donner du matériel à une association anti-pédophile et sa mort? Mon avis personnel est que Ulrich a été éliminé parce que, je le suppose, il n'a pas eu seulement un contact avec nous, mais il a probablement cherché d'autres contacts aussi pour pouvoir quitter le milieu. Et je pense que le petit voyage qu'il a dû faire subitement, si rapidement que l'ordinateur était toujours allumé, ainsi que l'éclairage de l'appartement, que le repas était toujours sur la table, je pense que cela n'indique pas un voyage préparé. Cela tendrait plutôt à démontrer que la décision a été prise dans la précipitation. Je pense qu'on a attiré Ulrich, qu'on l'a appâté pour qu'il effectue ce voyage où Ulrich est allé tout droit à sa perte.